Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Maya Termination, bonjour. Bonjour. Alors, Maya Termination, vous appartenez à la section Viso à Vive, la section des jeunes femmes battantes, ça c'est moi qui rajoute, de la Viso. Et aujourd'hui, je vais vous laisser présenter notre invité, dont je ne dis pas le nom tout de suite. Allez-y. Oui, alors, est-ce que Lise, vous connaissez les crossovers ? Non. Ou alors c'est peut-être, ou sûrement moi qui regarde trop de séries, parce qu'un crossover, c'est quand l'intrigue et les personnages de deux séries se rencontrent dans le cadre d'un ou plusieurs épisodes. Eh bien, aujourd'hui, nous aussi, nous allons faire notre propre crossover. Génial. On a les femmes qui osent de Viso à Vive sur Radio J qui rencontrent la France qui bouge d'Europe 1 avec notre invitée Elisabeth Assayag. Waouh, ça pouvait pas être mieux. Alors, Elisabeth, Bonjour. Bonjour Lise, bonjour Maya. Je suis Bonjour. ravie d'être parmi vous aujourd'hui. C'est très impressionnant d'être à l'intérieur de Radio J. Moi, je suis très contente d'être là. C'est vrai, nous aussi, on est très heureuse de vous recevoir. Alors, Elisabeth, vous être journaliste, vous animez sur Europe 1 l'émission La France qui bouge. Elle est diffusée. La France bouge. La France bouge, Oui. pardon. J'ai fait un crossover avec oui, les femmes qui vous, osent. avec Oui. les femmes qui osent de la Viso. Voilà. Donc, elle est diffusée à 20h tous les jours de la semaine. Lundi, jeudi. Lundi, Du lundi à au jeudi, oui, tout à fait. Alors, pendant 1 heure, vous faites découvrir aux auditeurs et aux auditrices des initiatives innovantes qui donnent envie dans tous les domaines et aussi dans toutes les régions de France. Absolument. La Des- France bouge, donc oui, c'est partout. Alors, il y a des idées, de l'audace, parfois un peu de culot, chutzpah, comme diraient les Oui. Israéliens. Et puis, voilà, on découvre les ressorts de ces Français qui inventent, qui créent, qui innovent et qui peut-être suscitent à leur tour des vocations. Alors, moi, je suis très fan de votre émission Merci, parce que merci beaucoup Maya. c'est dynamique, c'est surprenant et c'est vraiment 1 heure de positif et ça merci. fait du bien. Et Merci. je peux dire que je vous écoute aussi. C'est et très que c'est sympa, pour ça que Lise. j'ai été très émue qu'on vous reçoive. Mais je suis ravie. Parce que vous êtes l'une des voix d'Europe 1. Et voilà, on vous connaît, on aime beaucoup votre professionnalisme. Merci infiniment. Alors, déjà, comment vous est venue l'idée de dédier une émission aux innovations en France ? Mais parce que la France a du talent, tout simplement. La Mais France, oui, c'est c'est pas vrai. juste des grèves, c'est pas une litanie de manifestations, c'est pas une litanie de plaintes, c'est un espace. Europe 1 est là pour ça aussi, pour dédier un espace pour raconter des réussites, pour raconter des talents qui sont en première ligne avec des gens. Et donc, c'est la France qui bosse, c'est la France qui a des initiatives, hommes, femmes, dans les territoires, dans les régions, comme vous l'avez dit, Maya. Et il y a une place là-dedans. C'est-à-dire que on en voit tous les soirs, j'en vois. C'est exceptionnel, cette énergie. Donc voilà, on s'est dit, c'est la 4e saison que je présente cette très belle émission. Et c'est extraordinaire. C'est 1 heure d'optimisme, 1 heure de bulle d'oxygène. C'est vrai. Pour les auditeurs et les auditrices également, on peut Ça le me fait dire. plaisir. On essaye de Ouais, j'essaye vraiment. chaque fois de voilà, je pense à vous parce que c'est l'auditeur, l'auditrice, les premiers. Oui, C'est à eux qu'on pense à chaque fois. c'est vrai. Et est-ce que je peux dire quelque chose qui n'était pas prévu, mais moi je vous écoute parce qu'à cette heure-là, comme je travaille souvent tard, je suis dans la cuisine et j'ai le poste branché sur Europe 1 Moi, je et pense à donc on vous. vous écoute. Ouais, voilà. moi j'adore. Voilà. C'est fait pour les auditrices, les auditeurs. Voilà, entre 20h, 21h. En effet, c'est un moment où vous êtes parfois dans la cuisine, parfois dans la voiture. Évidemment, Oui. l'émission est podcastable et on peut l'écouter en replay. Oui. Mais voilà, c'est un moment où on est en fin de journée, c'est important de le préciser, où cette petite bulle d'oxygène permet de contrer un peu le chaos du monde en ce moment. En ce moment. Alors Mhm. justement, est-ce qu'au fil des années, vous voyez, vous, Elisabeth Assayag, des évolutions sur les types de projets lancés et sur les profils des entrepreneurs? Bah déjà, il y a plus de femmes qui osent. Je vous le dis franchement, hein, il y a 4 Maya. ans... Non mais c'est vrai, c'est simple, il y a 4 ans, c'était un combat d'avoir une femme patronne. Et encore maintenant, c'est compliqué. Quand ils sont 2, quand il y a 2 cofondateurs, à chaque fois, on m'envoie l'homme. Je dis, mais pourquoi vous m'envoyez l'homme ? Moi, je veux la cofondatrice. Non, mais elle s'occupe plutôt de la com. Mais non, elle va pas s'occuper de la com. Elle a cofondé l'entreprise. Elle vient derrière le micro. Voilà, là, ça arrive petit à petit. Donc ça fait partie des changements
important parce qu'on l'a vu, il y a des études qui sont sorties récemment. Les femmes entrepreneurs sont des femmes, c'est en seconde intention. C'est pas un choix initial. Très souvent, elles finissent leurs études, elles font une carrière dans une entreprise ou elles s'arrêtent ou autre. Là, on voit que ce sont souvent à l'arrivée d'un enfant, après le Covid, on l'a vu après le Covid, beaucoup se sont tournés vers la reconversion professionnelle. Et voilà, les femmes, petit à petit, prennent la voie de l'entrepreneuriat. Donc ça fait partie des évolutions de la société. Il y a aussi beaucoup d'évolutions autour de l'intelligence artificielle. Effectivement, il y a encore 4 ans, c'était timide. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je ne reçois pas des demandes de start-up où je regarde, moi, on cherche aussi beaucoup, qui placent l'intelligence artificielle au cœur de leur technologie. Alors, ce qui nous intéresse, nous, c'est l'intelligence artificielle au service de l'être humain et non pas à la place de l'être humain. C'est important. Bien sûr, ça. c'est très important. Alors, vous avez lancé un podcast dédié à l'économie sociale et solidaire. Impact solidaire au pluriel, produit par Europe 1 Studio et en partenariat avec France Active et avec le soutien de Mirova Foundation. Vous interviewez des Français engagés qui veulent relever des défis sociaux ou écologiques. Est-ce que vous avez l'impression que ce sujet prend davantage d'ampleur dans les préoccupations des Français ? Ah ouais, il vient en top position. C'est-à-dire que quand je vous parlais des reconversions, beaucoup décident d'arrêter leur poste confortable au sein d'une belle entreprise, un bon salaire, etc., pour se lancer sur cette voie de l'entrepreneuriat, pour donner un sens à leur vie. C'est ça, en fait, l'idée. C'est donner un sens à sa vie. Donner un sens à sa vie, c'est donner un sens au monde, à notre environnement. Et il y a aussi tous ceux il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent dans la France Bouge sur Europe 1 et qui nous disent « Mais moi, dès que j'ai eu un enfant, je me suis dit, je peux pas lui laisser un monde comme celui-ci, donc je vais m'engager. Je vais créer quelque chose pour la planète, pour l'environnement. » Et on le voit, ça devient des préoccupations majeures. Et ça se traduit par de l'entrepreneuriat. Et c'est la raison pour laquelle on a pu faire ce podcast. Mais bien sûr. Parce qu'il y a des acteurs sur tous les territoires qui agissent, on ne se rend pas compte. De Paris, on ne se rend pas compte. Mais dès qu'on voyage en France, on rencontre des gens exceptionnels. Exceptionnels. On a eu la chance, on a un très joli partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie. Oui. Donc chaque mois, la France Bouge, Europe 1 se délocalise. On est à France Bouge, donc on ne va pas rester tout le temps à Paris. Bien sûr. Et on va dans les territoires. Là, le mois dernier, j'ai été dans les Hauts-de-France. Au sein de la vallée de la Batterie. La vallée de la Batterie, c'est un écosystème dans les Hauts-de-France, Dunkerque, Béthune, où ils se sont dit, on va arrêter de se faire manger par les Asiatiques, on va créer nos propres batteries électriques pour les voitures, parce que d'ici quelques années, il n'y aura plus de moteur thermique dans les voitures. Donc, j'ai rencontré tous ces entrepreneurs qui fabriquent des batteries électriques dans les territoires. L'enjeu, ça va être de faire venir des talents, de les faire vivre là-bas, de trouver du logement. Mais il y a tout cet écosystème qui est en train d'émerger et c'est ça ça nous fait du bien. Mais oui, c'est passionnant. Puis c'est des choses qu'on ne sait pas forcément. Maya. Est-ce que sur ce sujet, vous avez l'impression qu'il y a un côté générationnel j'y pense parce que je sais que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail ont beaucoup plus cette recherche de sens, même quand ils postulent à un job salarié classique, ils vont poser des questions sur, au fond, quel est l'impact et le sens que... etc. Ah non, mais mais même pas que les jeunes. Hein. Justement, je pense à avec Europe 1 et les CCI, on est allé donc près de Béthune, à Bruyères-la-Buissière. Vous voyez, on découvre des endroits qu'on ne connaissait pas. Oui, bien sûr. Et il y avait un entrepreneur qui a monté une entreprise qui s'appelle Plume, qui fabrique des trottinettes à 82%. Elles sont fabriquées en France. Les trottinettes, elles sont fabriquées en Asie. C'est formidable. Mais lui, il n'a pas 25 ans ni 22 ans. Lui, il a passé 15 ans dans un grand groupe français. Et quand il en avait marre une très belle carrière, mais déballer des trottinettes tous les matins qui venaient d'Asie, il s'est dit, moi, à un moment donné, j'ai envie d'avoir un impact, cette notion d'impact. Donc, c'est pas forcément que la jeune génération, c'est général. Et d'ailleurs, les grandes entreprises s'emparent du sujet avec leur politique d'économie sociale et solidaire. Elles sont toutes rattachées à des fondations pour pouvoir impliquer leurs collaborateurs un jour par mois dans une association, un jour par mois aller ramasser des déchets sur des plages. Il y a toujours quelque chose en lien avec l'environnement parce qu'aujourd'hui, ça fait partie il y a le salaire, oui, pour des jeunes, parce que le salaire, il faut vivre et avec l'inflation, il faut avoir quand même un salaire important. Mais ce qui va faire qu'ils vont choisir telle ou telle entreprise, vous avez raison Maya, c'est l'impact
sur la société, l'impact sur l'environnement qu'auront ces entreprises. Autre sujet, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sont la place des femmes. Forcément, cette émission porte sur l'audace des femmes. Donc, vous en avez de l'audace ici. On fait tout pour. Mais oui. Alors, ici, dans cette émission, on discute souvent des freins à l'entrepreneuriat des femmes et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je pense qu'il y a 2 types. Il y a des freins qui sont un peu intériorisés. On a reçu, par exemple, des coachs, etc., avec lesquels on a discuté de ça, des femmes qui n'osent pas ou qui attendent peut-être d'être surqualifiées ou vraiment à 100% sûres de la pertinence de leur projet. Et puis, il y a aussi des freins un peu, je dirais, formels. Je pense notamment à l'obtention de financement. Je sais que le collectif Sista, qui milite pour plus d'égalité dans le financement des startups de la tech, signale qu'en France, il y a seulement 20% des startups créées en 2022 qui comptent au moins une femme dans leur fondateur. Donc voilà, est-ce que donc vous le constatez aussi, oui. Mais la question subsidiaire, c'est comment vous l'expliquez par les exemples que vous voyez. Parce qu'il y a le syndrome de la bonne élève. Il y a le syndrome de... Ah oui. Mais oui, c'est-à-dire qu'elles attendent d'être surqualifiées. Moi, j'avais l'impression que c'était surtout ma génération, mais pas du tout. Non, moi, je l'ai vécu aussi, le côté est-ce que je suis au niveau ? Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que tu es sûre ? Mais la société nous renvoie ça aussi. Mais je trouve qu'il y a des améliorations tout de même. On est à... sur la totalité des entrepreneurs en France, on est à 32% de femmes. Donc, c'est encore peu, mais c'est quand même pas mal. Et il faut remonter aux études. On remonte aux études, il y a très peu de femmes encore dans les écoles d'ingénieurs. On est à Polytechnique à 20%, ce qui est encore très peu. J'ai eu la joie de recevoir la patronne de Polytechnique, qui est une patronne, je tiens à le préciser, X, je crois 99, et petit à petit, mais bon, il faut aussi, ça démarre avec les mathématiques, ça démarre à cette confiance en soi. Moi, je pense que tout démarre depuis petit, ça démarre dans les cours d'école. Donc, je trouve qu'il y a des changements, il y a des évolutions, mais c'est encore compliqué et je l'explique donc par ce syndrome de la bonne élève. Moi, je le vois. Je reçois des très grandes patronnes, de très grands groupes. Moi, à chaque fois, je fais ce qu'on appelle un pré-call avec les patrons ou les patronnes parce que c'est quand même 1 heure d'émission sur Europe 1, donc j'essaye de voir un peu ce qu'ils ont envie de me dire, et puis surtout pour pas faire la même interview qu'ils ont fait il y a 2 jours, donc j'essaye de voir un petit peu, et puis j'aime mettre en avant leur parcours de vie. Et très souvent, j'ai des grandes patronnes qui me disent « Non, mais est-ce que ça va aller ? On va faire ci. » Je les vois très attentives, hyper structurées. J'ai très peu de patrons qui m'ont dit ça. Qui m'ont dit est-ce que ça va aller, limite le call ça les ennuie pour certains, alors que il y a ce syndrome de la bonne élève, ce syndrome qu'on doit prouver, qu'on doit faire plus. Moi je pense qu'on est dans un changement de société, mais il faut toujours le rappeler, il faut toujours rappeler qu'on a notre place. Il y a une patronne, j'avais reçu la patronne d'Eurostar. Donc, on est c'est une patronne Eurostar. Ouais, Gwendoline Cazenave, ça m'avait frappée parce que je lui avais demandé est-ce que vous êtes pour les quotas dans les entreprises ? Ah oui, bon sujet. Et elle m'avait répondu mais moi je suis un quota. S'il n'y avait pas eu de quota, j'aurais pas été là aujourd'hui. Donc, ah oui. Bah oui. Donc comme quoi, il y a des politiques qui sont mises en place. Les entreprises avancent lentement, mais ça avance. Moi, j'ai une présidente au sein du groupe Lagardère qui est Constance Binquier. Donc voilà, il y a des femmes. Vous êtes pour les quotas du coup ? Moi, je trouve qu'au début, c'est nécessaire, mais ensuite, j'aime la compétence aussi. Oui. C'est-à-dire que pour mettre une femme ou un homme parce que en fonction de son genre, c'est très bien, mais après, il faut que la compétence. C'est à compétence égale normalement. Compétence égale, il faut que ça, voilà, tout à fait, pas mettre une femme parce que c'est une femme, ça, évidemment. Non, je m'y oppose. Oui, je pense que c'est intellectuellement décevant, certes, mais utile en fait, du point de vue pragmatique. On en a besoin pour faire avancer la société. Oui. C'est important. Et j'ai remarqué parmi ces femmes, très souvent, je leur dis, mais qui vous a... J'ai reçu aussi la patronne de Dalkia, qui est une filiale d'EDF, Sylvie Géano, donc aussi X, polytechnicienne, les mines, ingénieure. Donc, et je lui dis, mais qui vous a poussé pour faire ces études, à avoir ces grands postes avec plus de 20 000 collaborateurs à diriger ? Et elle me dit, mais moi, c'est mon papa.
parce que mon papa n'a pas eu le bac. Et à chaque fois, je remarque que c'est des hommes qui ont poussé ces jeunes femmes. Pour Laura Chobard, c'était un professeur qui lui avait dit, mais il faut y aller, la patronne de Polytechnique, il faut y aller, vous êtes très très bonne, il faut avancer. Après, il n'y a pas que des ingénieurs, hein. Je reçois des startups avec des femmes autodidactes, et c'est parce qu'elles ont envie, parce qu'elles ont cette énergie. Et aujourd'hui, je trouve que les femmes, on ose davantage à assumer cette énergie, à assumer cette envie. Je pense que les réseaux sociaux aident, et puis petit à petit, on est en train de faire le job, non ? Oui, je pense qu'on fait le job, mais vous nous avez donné un chiffre tout à l'heure. Depuis 4 ans, les choses ont un peu évolué. Ça évolue. Pourquoi, à votre avis ? Il y a eu la crise du Covid. Oui. Où on s'est retrouvés confinés à la maison et on s'est posé des tas de questions. On a eu beaucoup de temps pour certains, ceux qui ne travaillaient pas ou qui ne pouvaient pas aller au travail. Il y a la crise du Covid. Il y a, qu'on le veuille ou pas, MeToo qui est entré dans notre société. Oui. Qu'on le veuille ou pas, ça a un lien. Bien sûr. Et il y a cette prise de conscience collective, pas sans les hommes, attention, hein, cette prise de conscience collective de ce bien-être au travail qui est au cœur de nos préoccupations. On le voit, hein, il y a de plus en plus de jeunes qui, quand ils démarrent, ils veulent pas forcément un CDI, ils veulent la liberté. Et je pense que c'est la liberté qui nous relie toutes et tous, ce désir de liberté. Donc je l'explique par tous ces j'ai pas ces faits de société, hein, la crise sanitaire, c'était mondial. Tous ces éléments font que voilà. On assume peut-être un petit peu plus. Et puis le boulot est fait aussi du côté des universités, des grandes écoles, de l'insertion dans les quartiers où on met en avant cette égalité homme-femme. Super. Alors, une autre question que nous posons souvent à nos invités, c'est un peu de parler de vous, de votre parcours, de savoir notamment dans votre parcours à quel moment vous avez pu faire preuve d'audace. Je pense, je sais pas, notamment à votre métier de journaliste, on s'expose journaliste, c'est quand même, on prend des risques aussi. Et puis, est-ce que vous avez eu des moments de doute et surtout, en fait, comment vous les avez dépassés et quels conseils vous pourriez donner aussi aux jeunes générations. Voilà. Alors, on a toujours du doute, toujours des moments de doute. Moi, je termine une émission, je me dis, j'ai oublié de poser ça. Ah non, mais là, on aurait pu faire mieux. Voilà. Elisabeth, est-ce que vous étiez l'élève qui sortait du contrôle en disant, j'ai tout raté ? Non, parce que franchement, j'étais pas une excellente élève. Franchement, j'étais dans la bonne moyenne plus, mais j'avais pas 20 de moyenne. Oui. Mais non, je suis extrêmement lucide. C'est peut-être même je suis très lucide sur ce que je suis, sur la vie. Voilà, donc non, pas particulièrement. Donc j'ai toujours eu des doutes. Moi, mon audace, elle a démarré parce que je voulais travailler à Europe 1. À la base, j'ai pas fait d'école de journalisme. J'ai un DESS, à l'époque, ça s'appelait comme ça, de psychologie. Oui. J'ai vécu, j'ai fait une année à l'université hébraïque de Jérusalem. De la fameuse année de préparation de Mérina. Et en rentrant, c'est cette année-là qui m'a donné cette audace, cette envie. J'ai appris là-bas, j'ai appris que dans la vie, rien n'était impossible. Et ça, je l'ai appris grâce à cette année passée, je le dis sur l'antenne de Radio J, grâce à cette année passée à Jérusalem. En Israël. Israël. Et donc, une fois que j'ai terminé mes études de psychologie, moi, cette radio Europe 1, c'était la radio de mes grands-parents, c'était la radio de mes parents, j'ai grandi avec. Et donc, j'ai envoyé un CV et je me suis dit, bon, allez, on y va, on ose. Et j'ai fait mes classes comme ça. Donc oui, j'ai douté parce que j'avais pas fait l'école que tout le monde faisait. Je suis sortie un peu des cases traditionnelles, mais je pense qu'avoir de l'audace, c'est sortir des cases, c'est sortir des chemins tout tracés, et pour se rapprocher le plus possible de ce qu'on est, de ce qu'on a envie, il faut se regarder dans le miroir et se dire, est-ce que j'ai envie de faire ça vraiment, ou c'est plutôt le désir de mes parents, le désir de mon entourage, le désir de mes potes, parce que je suis grandi dans cet environnement. Vous avez été à votre propre écoute. Absolument, voilà. C'est ça. Alors, le conseil que je donnerais. Le temps passe très vite. C'est trop vite, mais oui, ça passe trop vite, mais vous reviendrez. Avec plaisir. Et j'ai une dernière question très très vite. Vous êtes un des piliers d'Europe 1, on vous connaît, on vous reconnaît. Est-ce que pour vous c'est important que Radio J existe ? Est-ce que c'est bien qu'on ait des radios juives en France ? Mais évidemment. Il faut avoir des radios juives, il faut avoir des radios pour tout le monde, c'est très important. Là, en plus, depuis le 7 octobre, j'imagine que vous faites un travail d'information extraordinaire, non-stop, parce que vous avez ce devoir d'informer, ce devoir de dire la vérité. J'imagine que vous avez des reporters sur place, ici.
Voilà. Donc évidemment, moi cette question, elle me trouble même cette question parce que c'est bien. une évidence. Elle a été remise en question? Non, pas du tout. Voilà. Non, ce n'est pas remis en question. Mais je voulais savoir ce qu'une journaliste d'Europe 1 pouvait penser de radio comme les nôtres. Il y a de la place pour tout le monde, heureusement, et encore plus dans ce monde où on est dans un monde je trouve qu'on va vers un monde binaire, donc il faut dire les choses, il faut que l'auditeur, l'auditrice puisse se faire sa propre pensée, sa propre opinion. C'est pour ça qu'il faut des radios où on dit les choses. Voilà, de et tous les Europe bords. 1 le fait, Radio J le fait chaque matin. Et Maya va le faire. Maya, puisque vous allez nous dire un mot sur les rendez-vous Viso CRIF du vendredi midi au Trocadéro. Vous êtes au courant? Mais j'y vais depuis... J'essaye de ne rater aucun vendredi. C'est un moment majeur. Il faut penser à ces otages, à ces enfants, à ces femmes et à ces hommes. Elisabeth, vous avez fait ça encore mieux que moi. Je répète juste les détails logistiques. Oui. Trocadéro, midi 15, c'est un quart d'heure, donc ne soyez pas en retard. Non, il ne faut pas être en retard, c'est vrai, je suis déjà arrivée à 30, c'était fini. Et c'est tous les vendredis. C'est apolitique, on est là pour parler, rendre hommage aux otages. C'est apolitique, c'est important de le dire, c'est apolitique. Voilà. Oui. Et on parle des otages, qui ils sont, ils ne sont pas que des nombres, et c'est important de leur rendre hommage, donc je vous attends vendredi, tous les vendredis. Et après, le jour où ils seront tous libérés, on dansera au Trocadéro. Oui, on fait ça, rendez-vous. Allez, on le souhaite, vraiment. Merci ça me donne des frissons. Merci Maya. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Maya Termination. Merci Elisabeth Assayag. Quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci.